Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct du Creative Spark ici à Mont-Saint-Guibert avec les étudiants de l'IEX pour cette expérimentation, comme j'aime bien emmener avec eux quand ils sont là. D'ailleurs, c'est une étudiante qui est à la réalisation. Les autres étudiants sont là avec les téléphones, c'est eux qui font les différents axes de caméra. C'est à la fois un exercice et à la fois un moment de rencontre avec Olivier Tesquet qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Olivier, merci d'être là. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. On va discuter de ton bouquin tout de suite. Philippe Lalou aussi qui est là avec nous du soir. Pour cet échange, parce que c'est une matière qui est au cœur de plein de préoccupations. Le numérique étant omniprésent dans nos vies. Moi, j'avais envie, et ça tombait bien, parce qu'on a eu l'occasion de bosser ensemble à une époque, il y a quasiment 10 ans maintenant, chez OVNI à Paris. La culture numérique, les enjeux liés au numérique, la démocratie numérique, tout ça, quand on tire sur le fil, il y a un peu tout qui vient. À la trace, ce bouquin que tu as écrit, déjà tu vas nous raconter un peu comment t'es venue l'idée de ça, parce que tu travailles dessus depuis longtemps, et à un moment donné il faut réussir à... C'est quoi, c'est un précipité qu'on parle en chimie, c'est réussir à mettre tout ça au clair. Il y a quelque chose un peu dans ce goût-là, c'est vrai que l'enjeu assez vite, quand l'idée du livre a germé, c'était de réussir à trouver du sens ou un dénominateur commun entre des choses qui en apparence étaient assez disparates. C'est en gros qu'est-ce qui va lier les révélations de Snowden sur la NSA, tel ou tel programme de surveillance nationale ou de fichiers de police avec les traces qu'on sème quotidiennement sur les réseaux sociaux ou avec les courtiers en données ou avec tout un tas de marchands de surveillance, parce que tous ces acteurs évoluent à des niveaux, à des degrés divers, ont évidemment pas la même taille, fonctionne pas de la même façon. Et ça, je me suis d'abord beaucoup cassé la tête sur l'architecture que pouvait prendre ce livre et essayer de trouver ce dénominateur commun. Il y a une expression qui revient assez souvent, c'est la carte et le territoire. Ouais, j'aime bien. En fait, il y avait deux approches. Il y avait vraiment comme une abscisse et une ordonnée. Il y avait à la fois une approche très historique, qui était de remettre ces dispositifs dans leur histoire un peu longue, parce que souvent on a l'impression que la technologie, l'innovation est quelque chose comme ça d'assez immanent, tombé du ciel, et notamment parce que les start-upers de la Silicon Valley passent leur temps à nous dire que avant eux rien n'existait. Voilà, c'est toujours en tout cas une idéologie qui n'a pas de passé. Alors qu'en fait on se rend compte que c'est faux et qu'effectivement les dispositifs de surveillance ont un passé assez lointain parfois qui permet d'éclairer le présent. Donc il y avait cette abscisse historique et puis il y avait une ordonnée géographique où effectivement le monde dans lequel on vit, qui est un monde avec une topographie, un relief assez difficile à percevoir, nécessitait quand même une carte, une boussole, quelque chose d'approchant on va dire, qui permettent de naviguer un peu justement dans cet environnement. Parce que une des caractéristiques quand même de toutes ces grosses entreprises, c'est qu'elles veulent justement rester sous le radar de la visibilité. C'est rare parce qu'elles sont éminemment visibles, puisqu'on parle là des grands réseaux sociaux, entre autres, les GAFAM, etc., qui sont visibles et on en parle tout le temps. En même temps, si on essaie de soulever le couvercle, et c'est une expression que tu utilises aussi dans le bouquin, de voir comment ça se passe sous le capot il est soudé, c'est impossible littéralement d'aller voir ce qui se passe. Alors il y a deux choses en fait. Il y a d'abord le fait que ces entreprises effectivement n'aiment pas la lumière, que ce soit des grosses plateformes ou que ce soit des acteurs plus petits, c'est pas des milieux dans lesquels la parole se libère facilement, parce que c'est pas des lieux où la prise de parole publique est pensée. Les GAFA notamment sont pas du tout conçus pour avoir une prise de parole multiples, potentiellement contradictoires. On voit bien d'ailleurs que quand il y a des soubresauts syndicaux à l'intérieur de ces sociétés-là, ça se passe pas très bien, comme c'est en train d'arriver un peu notamment chez Google, pour ne citer que. Donc il y a à la fois ce peu de tradition de publicité vers l'extérieur, entre guillemets, et puis le fait que ces sociétés, que ce soit Google, Facebook, ou que ce soit des entreprises de tailles diverses qui, elles, évoluent dans une certaine clandestinité, ces sociétés-là font tout pour ne pas se présenter comme des entreprises qui font de la surveillance. Soit parce que Google et Facebook ou Amazon se présentent comme des entreprises de services qui nous facilitent la vie, soit parce que les autres entreprises que j'identifie dans le livre, elles n'apparaissent pas du tout. Donc c'était la double difficulté d'être face à la fois face à des gens qui n'ont pas envie de communiquer
et d'être aussi face à toute une matière qui essaie de se dérober au regard du public, on va dire. Mais justement, c'est toutes les règles, on en fera toutes les règles de prudence par rapport au coronavirus. Là, mais donc Damien, j'espère que tu t'es bien lavé les mains. Avec, voilà. Mais donc, ce capitalisme de surveillance, qui est cette nouvelle forme de développement, enfin d'économie numérique basée sur nos données, voilà, a pu se développer. En fait, finalement, quand un peu à notre insu, on ne s'est pas vraiment rendu compte, on a été naïf, on a laissé nos données de manière totalement inconsciente. Et à qui est responsable finalement? Est-ce que ce sont les pouvoirs publics, le politique qui n'ont pas su réagir et accompagner ce développement-là? C'est nous qui avons été naïfs. Qu'est-ce qui a bugué en fait? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement eu une forme de démission du pouvoir politique parce qu'on a longtemps cru à la capacité de régulation où on allait imposer des règles du jeu pour empêcher ces entreprises de faire un peu n'importe quoi. Et on s'est rendu compte que finalement, ces espoirs de régulation qui constituaient presque le moins mauvais des scénarios étaient souvent nuls et non avenus parce que les sociétés en face avaient finalement plus de pouvoir que les gouvernements. Je pense toujours au même exemple, je revois Mark Zuckerberg en visite à l'Elysée, reçu comme un chef d'État, avec vraiment des honneurs présidentiels. Et je revois Bernard Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, partir, après les attentats, en plus de 2015, partir dans la Silicon Valley pour rencontrer un sous-fifre de Facebook. Donc ça symbolisait... Enfin, le pouvoir est quand même toujours question de représentation et de symbole. Or, on voit bien dans ces deux symboles-là qu'il y a une distorsion assez grande entre les deux. Et puis, après, au-delà de ça, le pouvoir a complètement abdiqué, ou les gouvernements ont complètement abdiqué, dans la mesure où, aujourd'hui, que ce soit les entreprises ou que ce soit les gouvernements, ils partagent la même obsession, à savoir la prédiction des comportements. C'est la prédiction des comportements à des fins publicitaires chez les plateformes, c'est la prédiction des comportements à des fins sécuritaires pour les gouvernements. Mais donc on se rend de plus en plus compte qu'au-delà de leur incapacité à réguler, ils ont assez peu intérêt à le faire. Et c'est vrai que nous, on sert un peu d'unité de mesure, on est constamment pris dans des injonctions contradictoires, on le voit bien. Oui, on a été quand même très docile. On a été très docile parce que la question de notre désir, elle est très importante. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on veut nous imposer la reconnaissance faciale, on nous dit mais vous donnez déjà vos données à Facebook, à Google, à Amazon, à tout un tas d'acteurs. Pourquoi vous refuseriez de donner vos informations à l'État en qui vous pouvez avoir confiance? Donc la rhétorique de la culpabilisation est assez forte. Et puis je crois qu'on s'est peut-être laissé un peu griser par la technologie quelque part. C'est-à-dire que quand on a commencé à avoir des smartphones entre les mains, le smartphone c'est vraiment un objet assez fascinant parce qu'on se rend compte que ça nous donne une impression de puissance et de contrôle assez forte. On a l'impression vraiment que le monde est à portée de main et que d'un glissement de doigts on peut toucher toute l'information du monde, être en contact avec toutes les personnes du monde. Donc on a l'impression d'être en contrôle, d'être en maîtrise. Et puis depuis quelques années, on voit bien, notamment parce qu'on a des lectures un peu pathologisantes sur nos usages, on se rend bien compte qu'on est souvent accro, ou qu'en tout cas on a des rapports un peu passionnels et difficiles avec ces petites machines. Et on se rend compte, justement, à travers cette lecture pathologisante, et au-delà de cette lecture pathologisante, que finalement, c'est peut-être plus la technologie qui nous contrôle, entre guillemets, que l'inverse. Est-ce que c'est vraiment un souci? Parce que finalement, cette notion de données personnelles, elle est quand même très à géométrie variable. La preuve, c'est que la plus développée dans la Silicon Valley, ça ne posait pas de souci. Aujourd'hui, on commence au Sénat, au Congrès, il y a des voix qui s'élèvent pour exiger la vérité, la transparence. Et quand bien même ils ouvriraient le capot, je ne suis pas certain qu'ils puissent lire une ligne de code, mais ne fût-ce qu'ici en Europe, parce que c'est quand même une vision très européenne de la vie privée, de nos données, de cette race, même en termes de génération, ça peut être très variable. Aujourd'hui, on voit en France, il y a une start-up dont on parle aujourd'hui qui s'appelle Tadata et qui propose d'ailleurs à lire sur Open Newsroom, d'ailleurs le lien, qui propose de monnayer en fait les données que l'on offre à ces géants en échange des services qu'ils proposent. Et visiblement, ça ne pose pas réellement de problème aux plus jeunes générations. Ce deal-là, ils l'ont intégré en fait aujourd'hui. Donc, est-ce que ce combat, il est perdu parce que la génération n'a pas conscience ou ne doit pas spécialement avoir conscience de ces nouvelles limites que tu évoques? Je crois que
quelque part la première victoire de toutes ces grandes entreprises technologiques et de toutes les entreprises qui gravitent autour et qui font un peu écosystème autour, c'est déjà d'avoir imposé ce vocabulaire de la donnée personnelle. C'est-à-dire que quand on dit la donnée personnelle, j'ai envie de dire que Ça veut dire quoi ? étymologiquement, sémantiquement, on parle de nos données à nous. Et donc quand les gens disent j'ai rien à cacher par rapport à mes données personnelles, à ce que je donne moi. Il y a cette idée très désincarnée de la donnée personnelle. Moi, je le vois bien, j'écris sur ces sujets-là depuis une dizaine d'années. Quand vous avez écrit données personnelles, vous avez déjà la moitié de la salle qui s'est endormie ou qui est partie, parce que ça mobilise pas. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, la question de la reconnaissance faciale touche beaucoup plus les gens parce qu'on touche au visage, on touche à l'intimité, on touche à quelque chose. Il y a une altérité, il y a l'épiphanie du regard, de la rencontre. Ça touche à quelque chose de beaucoup plus intime. Et données personnelles, c'est le terme le plus dépolitisé de la Terre. C'est-à-dire que effectivement, ça donne l'impression que c'est quelque chose qu'on va pouvoir marchander avec les plateformes. Alors on a eu ces dernières années tout un tas d'hypothèses. C'est 8% du PIB. Hein. Voilà, créer une fiscalité des données, pouvoir être propriétaire de ces données, les acheter, les revendre, mais en ayant finalement... en étant pris dans un pacte faustien dont les règles sont à peine plus claires que celui qui nous lie déjà aux plateformes. Et il y avait aussi un truc intéressant là-dessus, c'est la notion même de travail en fait. Ouais. Que tu abordes dans le bouquin. En fait, quand on like, le simple fait, et c'était complètement schizophrénique parce que j'étais en train de lire le bouquin, en même temps j'écoutais de la musique sur Spotify et je mettais des petits cœurs sur les chansons que j'aimais bien pour être sûr de pouvoir les retrouver. Et sur le moment, tu fais... c'est complètement schizo en fait. Parce qu'on a... Entraînant ainsi l'algorithme de Spotify. L'algorithme de Spotify, évidemment. Sinon, ce serait pas marrant. C'est complètement schizophrénique en fait, comme posture et comme situation. On n'a pas l'impression de bosser, mais on crée de la richesse. Complètement. C'est l'un des aspects assez cruciaux parce qu'on vit dans une économie de l'attention qui est du coup une économie du temps, de la séquestration du temps, où on est mis au travail, vraiment, par ces plateformes. Et on dit souvent, les données, c'est le nouveau pétrole. Je ne suis pas toujours très à l'aise avec cette analogie parce qu'il y a quand même beaucoup de différences. La première étant que le pétrole, le baril de brut, a une valeur, un cours, assez élevé par ailleurs quand même, alors que la donnée ne vaut pas grand-chose. C'est-à-dire que quand bien même on se mettrait à monnayer nos données personnelles, on n'en tirerait pas des dividendes. Il propose ta data, je sais plus. Ouais, non, voilà, c'est vraiment, voilà. Quand je lisais à l'école, ça résonnait. Hein. Ah ouais, à 13 ans, il se dit, voilà, ça me fait 20 ou 30 euros par mois. Donc il me restait 3 minutes avant de le déposer en face de l'école pour lui dire que c'était pas une bonne idée. Mais... faudra sans doute plus que 3 minutes. Non, mais il n'est pas du tout convaincu. Il y a effectivement ce gain financier très très faible, et puis surtout c'est une approche très solitaire, c'est-à-dire que c'est un marchandage individuel face à des plateformes, c'est un rapport de force dans lequel on est nécessairement condamné à perdre. Mais du coup, pour revenir sur cette analogie pétrole-données, en fait, c'est pas tant les données, le pétrole, que nous. C'est nos actions. C'est-à-dire que la moindre de nos expériences qu'on transforme en un signal informatique exploitable, monétisable, parce qu'on a posté une photo sur Instagram, mis un like sur Facebook, ou qu'on a payé avec sa carte bleue, badgé à l'entrée d'un bâtiment, enfin, vraiment toutes ces petites actions numériques imperceptibles, parce qu'on ne se rend même plus compte qu'on les fait, qui créent de la valeur, et qui effectivement nous transforment en matière première pour ces entreprises-là. C'est pour ça que quand la chercheuse américaine Shoshana Zuboff a forgé, ou démocratisé en tout cas le terme de capitalisme de surveillance, donc avec ces plateformes qui se font de l'argent sur notre dos, à notre insu, en exploitant nos vies, elle parle de surplus cognitif. Et le surplus cognitif, c'est behavioral surplus en anglais, c'est vraiment l'idée que la moindre de nos actions va devenir un moyen pour ces entreprises, grosses, petites, connues, pas connues, visibles, invisibles, de dégager des marges financières et de faire tourner comme ça cette machine de plus en plus grosse. Mais si le donateur s'y retrouve, c'est parce que c'est ce qui se passe dans la tête de quand même pas mal de gens, ils se disent mais enfin j'ai un service extraordinaire, là j'ai entraîné mon algorithme, je suis sûr de retrouver, de pas m'emmerder, aller chercher, on va me proposer des trucs qui me plaisent, mon gamin est en réseau, voilà, donc si... Comment, en fait, quel est le vrai problème en fait? Quel est le vrai souci? Alors, on a vu le gain immédiat pendant un temps. On l'a vu, ça nous facilitait la vie. Je pense que tout le monde, qui ici a un compte Gmail?
Voilà, bon, on a quand même une grande majorité de gens qui ont un compte Gmail. J'ai un compte Gmail aussi, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Twitter, j'ai un compte Instagram. Enfin, on voit tous l'avantage qu'il y a à utiliser ce type de service. Mais ce que je remarque aussi, c'est que ces 10 dernières années, ou ces 15 dernières années, on a beaucoup été dans des problématiques qui étaient liées à Internet, à la dématérialisation, aux réseaux sociaux. On parlait de choses assez abstraites. Et les données personnelles étaient un assez bon exemple de ces choses assez abstraites. De plus en plus, on a quand même un retour en force de la technologie. Mais quand je dis de la technologie, c'est de la technologie vraiment au sens physique du terme. Quand aujourd'hui on parle de la reconnaissance faciale, ça va pas être un œil dématérialisé dans le ciel, ça va être des caméras de surveillance avec des logiciels à l'intérieur. Donc quelque part, il y a une dimension physique, presque, de la surveillance qui revisibilise le problème. Donc il y a effectivement cette question de la technologie qui revient un peu au premier plan et qui nous fait prendre conscience, bien davantage, je trouve, de toutes ces problématiques. Mais est-ce que justement tu prends une manière peut-être d'aborder, c'est une question d'aborder le sujet, le potentiel problème que ça peut poser. J'ai bien compris que données personnelles était un tue-l'amour, mais est-ce que le terme de vie privée n'est pas plus parlant, le dire que finalement notre territoire, le territoire de l'intime, c'est un terme que tu utilises dans le livre, se rétrécit tellement que vie privée, on ferme la parenthèse. Et que la vie secrète, elle est quasiment aux oubliettes. Est-ce que ça parle Il y a plus cette phrase de Gabriel Garcia Marquez que j'aime beaucoup, où il dit qu'un individu a toujours 3 vies. Une vie publique, une vie privée et une vie secrète. Alors on voit bien qu'avec les réseaux sociaux, la frontière entre la vie publique et la vie privée ont quand même déjà... elles ont largement fusionné, ces deux vies-là, parce que quand on est sur Facebook, quand on est sur Instagram, on ne sait plus très bien est-ce qu'on est dans la vie publique, est-ce qu'on est dans la vie privée. Je cite notamment l'exemple dans le livre d'une influenceuse américaine qui expliquait que quand elle était jeune, elle avait 3 comptes, et puis finalement quand elle a déménagé à New York, elle n'en avait plus qu'un. Et elle expliquait son rapport vraiment comme ça aux réseaux sociaux qui, je trouve, matérialisait complètement cette phrase de Garcia Marquez. Et puis du coup, il reste la vie secrète. La vie secrète, a priori, c'est vraiment cette espèce de territoire incompréhensible, c'est nous et nous, quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui nous regarde, nous et nous seuls. Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce territoire de la vie secrète, il est de plus en plus assiégé par tout un tas d'acteurs économiques, étatiques, etc. Et que donc, cette vie secrète a tendance à disparaître. Et le problème de la vie privée, c'est que c'est un peu comme sur les données personnelles, c'est que c'est un vocabulaire qui a été complètement accaparé, confisqué par les grandes sociétés. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un comme Vint Cerf, qui est l'un des pères fondateurs d'Internet et qui maintenant est évangéliste en chef chez Google, ce qui d'ailleurs traduit quand même une vision assez messianique du monde, parce que c'est vraiment son titre. Hein. Sur sa carte de visite, il y a écrit évangéliste en chef de Google. Alors c'est très chic. C'est très chic, mais c'est aussi assez inquiétant. Et que dit Vint Cerf? Il dit la vie privée était une parenthèse de l'histoire. Alors, là où c'est difficile, c'est qu'il n'a pas complètement tort, c'est-à-dire que la vie privée telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle est sanctuarisée, protégée, est une invention juridique relativement récente, que ce soit en France ou aux États-Unis. En gros, avant la fin du 19e siècle, ça n'existait pas, voire même aux États-Unis, il a fallu attendre la moitié du 20e siècle pour que la justice, la Cour suprême, reconnaisse l'existence de la vie privée sanctuarisée comme telle. Donc une norme effectivement qui a 50 ans ou 70 ans n'est pas une norme très ancienne. Et de plus en plus, on voit que cette idée de la vie privée très plastique, très mouvante, qui est une norme qui finalement se recompose en permanence, c'est une idée qui fait son chemin. Et le grand projet d'un Zuckerberg, quand il dit qu'avec Facebook il va connecter le monde, c'est surtout de recomposer cette norme de la vie privée. C'est de dire, justement, d'abolir cette frontière entre la vie publique, la vie privée, la vie secrète, pour en faire un espèce de tout indémêlable, indissociable, qui vous incite à partager de plus en plus de choses, à connecter le monde, mais qui, de fait, fait se rétrécir ce territoire inviolable, incompressible, qui est censé être l'intimité absolue, entre guillemets. Tu parles des États-Unis, parce que c'est quand même là que beaucoup de choses se jouent. Pas forcément se sont créées. Tu reviens d'ailleurs sur l'historique de la Silicon Valley et ce genre de choses avec les utopies du début et puis les dévoiements de ces utopies par la suite.
Tu expliques aussi à certains moments donnés dans le bouquin cette espèce de jeu on appelle ça les revolving doors, je pense en anglais. C'est les gars qui sont dans les grosses boîtes et puis qui passent du côté des agences gouvernementales et puis qui retournent dans le privé. Et évidemment, on se doute bien qu'ils n'abandonnent pas ni leur carnet d'adresse, ni leurs secrets, etc., etc., etc. Les enjeux, et tu l'as dit aussi dans le versant historique de la chose, que l'État, la chose publique, et que le privé s'allie pour faire en sorte que cette vie privée ou cette vie secrète soit utilisée. C'est une force économique, l'information c'est le pouvoir. Tu prends l'exemple de Vienne où on décachetait les plis postaux pour les ambassadeurs et puis on les recollait puis on les renvoyait. On avait la même chose en France. On avait la même chose en France, probablement qu'en Belgique aussi. J'imagine qu'il n'y a pas de raison. Mais c'est quand même très, très américain cette notion de privé-public. On passe de l'un à l'autre comme ça, comme si de rien n'était. Ça existe chez nous aussi, je pense, mais c'est moins flagrant, c'est moins assumé. En tout cas, le grand public est sans doute moins au courant que ça se passe, non ? C'est de plus en plus. C'est quand même pour de plus en la plus. question, c'est ce dont tu parlais, mais c'est vraiment pour aller dans ton sens, c'est que la surveillance dans l'imaginaire un peu collectif, c'est quelque chose qui est assumé par des pouvoirs publics et des instances gouvernementales. Aujourd'hui, elle est opérée par des entreprises privées, des sous-traitants, mais ça semble se faire main dans la main, quoi. Je crois qu'il y a un cas qui symbolise très bien ça, c'est l'affaire Snowden. Parce que l'affaire Snowden, c'est une histoire de double privatisation de la surveillance. C'est à la fois le contenu des révélations, c'est-à-dire que quand Snowden part avec tous ses documents, se réfugie dans une chambre d'hôtel à Hong Kong et les transmet aux journalistes du Guardian, ce qu'on a, c'est la preuve de la coopération entre la NSA, donc le renseignement électronique américain, qui effectivement n'est jamais que la version moderne de ces cabinets noirs qui décachetaient le courrier. Et qui nous montre effectivement que la NSA travaille main dans la main avec Google, avec Facebook, avec Microsoft, avec tout un tas d'acteurs. Mais il y a un deuxième niveau de privatisation dans l'affaire Snowden qui est sa propre privatisation à lui. C'est-à-dire que dans ses mémoires, Edward Snowden dit, moi c'est vraiment la phrase que j'ai retenue, il dit « Je pensais servir mon pays » parce qu'il est très patriote, il a cet idéal de grand commis de l'État, fils de garde-côte, enfin vraiment cette idée qu'on va servir son pays, il est assez patriote. Et donc il dit « Je pensais servir mon pays et je me suis retrouvé à travailler pour lui ». Et quand il dit ça, en fait, ça veut dire qu'après le 11 septembre, il y a eu une privatisation assez folle ou une sous-traitance assez folle de l'activité de renseignement parce qu'il fallait, dans la lutte contre le terrorisme, traiter toujours plus d'informations, toujours plus de données pour être capable d'anticiper de plus en plus la menace. Donc on retombe sur cette question de la prédiction des comportements. Et qui de mieux placé pour prédire les comportements que des entreprises qui le font dans des proportions industrielles à des fins publicitaires, parce que finalement c'est la même mécanique. Et donc Edward Snowden, il est souvent présenté comme un ancien de la NSA, mais en fait il travaillait pour Booz Allen Hamilton, qui était une filiale, en fait un sous-traitant, à qui la NSA donner tout un tas d'informations comme ça à traiter. Donc il y a à la fois sa propre sous-traitance à lui, et puis la sous-traitance qu'il a exposée entre les grandes plateformes et les agences de renseignement américaines. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement c'est assez naturel aux États-Unis, où notamment tous les gens qui sont dans la communauté du renseignement sont à un moment passés justement chez ces sous-traitants assez naturels du complexe militaro-industriel, tel que l'appelait Roosevelt. Mais en France ou ailleurs, ou en Europe, ou dans d'autres pays, de plus en plus, on a cette hybridation complètement assumée entre la puissance publique, et les services de renseignement sont un truc très emblématique, parce qu'il n'y a pas plus régalien qu'un service de renseignement, c'est le sommet de l'exécutif. Le renseignement a longtemps et très longtemps été le territoire et le privilège exclusif des chefs de l'État, c'est-à-dire même pas des gouvernements, c'était vraiment le sommet de la pyramide. Or aujourd'hui, de plus en plus, et notamment parce qu'il y a cette somme de données à traiter, et cette obsession pour la prédiction des comportements, et le fait d'intervenir de plus en plus en amont de la menace, parce qu'on vit dans un monde un peu à la Minority Report, on a cette sous-traitance. Et donc par exemple, en France, la DGSI, donc la Direction Générale du Renseignement Intérieur, enfin la Sécurité Intérieure, a signé, après les attentats de 2015, parce qu'effectivement souvent cela se fait un peu à la faveur des événements, et notamment quand il y a des attentats. Voilà, on exploite des angoisses, il y a un marché de la peur quand même très, très actif, on va dire, et donc a signé avec une entreprise américaine qui s'appelle Palantir
qui est une société assez importante, mais qui est un peu à l'écart de l'œil du public, pour qui ici a lu peut-être le Seigneur des Anneaux, le Palantir, cette espèce de pierre elfique qui permet de tout voir tout le temps. C'est très bien avec les entreprises de surveillance d'ailleurs, c'est que souvent elles assument complètement leurs fonctions dans leur nom. Elles ont toujours des noms pas possibles. Je me souviens d'une entreprise française qui vendait de la surveillance en Libye et en Égypte et qui avait renommé son système pour l'appeler Cérébro. C'est bien, c'est super rassurant. On se dit, un truc qui s'appelle Cérébro, ou une autre qui avait appelé ses trucs Cortex et Vortex. On voit quand même assez bien tout cette espèce de champ lexical dans lequel on évolue. Et donc Palantir a signé avec le renseignement français pour exploiter justement toutes ces données, tous ces kilomètres de données, finalement, un peu comme l'ont fait les sociétés qui ont travaillé avec la NSA ou avec les services de renseignement américains après le 11 septembre. L'enjeu, alors on parle des militaires, on parle de l'État, alors c'est vrai que c'est des enjeux qui nous dépassent un peu nous en tant que citoyens sur ce coup-là, parce que a priori, voilà, il n'y a même plus de service militaire en Belgique. Puis la Belgique étant ce qu'elle est à l'échelle européenne et du monde sur l'échiquier militaire. La France c'est autre chose, je pense. Il y a Amésis, il y a un certain nombre de... Et ça tu l'expliques bien dans le bouquin. Mais on parle aussi d'anticiper des comportements. Et il y a un mot que tu utilises dans le bouquin qui fait écho à ce qu'on est en train de vivre pour l'instant à l'échelle européenne, c'est le mot quarantaine. La santé est quand même le truc où tu parles d'exploiter les peurs, Philippe. Là, pour le coup, on est en plein dedans. On est tous en train de flipper par rapport au coronavirus. On se rend compte qu'on est à la croisée quand même de plein de chemins là, sur ça. C'est les datas qui sont censées nous faire comprendre les niveaux de risque, et donc les ministres qui sont en charge de ça se basent sur des comités d'advisors qui font remonter de la data, mais comment elle est collectée, à quelle fin, comment... Il y a une séquence quand même politiquement parlant là qui doit être, pour toi qui s'intéresse à ces matières-là, qui doit être extrêmement intéressante. C'est très intéressant parce que on a l'habitude de l'injonction sécuritaire. L'injonction sécuritaire, le discours sécuritaire a toujours été un levier très très fort pour imposer la technologie, la surveillance. Il y a eu en France, mais c'est valable aussi dans d'autres pays, il y a eu vraiment un tournant dans les années 70, c'est le moment où on a commencé à dire la sécurité est la première des libertés. Et jusqu'aux années 70, l'État se préoccupait de l'ordre public. Il maintenait l'ordre. À partir des années 70, il a commencé à s'intéresser à la sécurité. La sécurité, par définition, est une notion beaucoup plus floue. La sécurité, c'est un besoin jamais rassasié. C'est-à-dire que c'est une menace aujourd'hui, ce sera une autre menace demain. C'était le terrorisme hier, c'est le coronavirus aujourd'hui. Donc effectivement, la sécurité, et la sécurité sécurisée et sanctuarisée comme la condition de l'exercice des libertés, finalement, est un levier extrêmement puissant. Et ce qu'on voit là avec le coronavirus, c'est qu'effectivement, alors on a commencé à le voir en Chine, parce que la Chine est effectivement toujours un peu l'endroit où émergent toutes ces choses-là, parce que c'est très assumé. Et puis il y a oui, voilà, il y a une histoire du contrôle social en Chine qui est assez... Les Ouïghours, notamment, t'en parles dans riche, le bouquin. Voilà, puis même depuis, on va dire, depuis Mao et la révolution culturelle, on a quand même... voilà, le contrôle social est un peu inscrit comme ça dans le patrimoine génétique du pouvoir et de son exercice. Et là, je lisais tout à l'heure un article du New York Times qui nous expliquait, donc là, il y a tout un tas de mesures de confinement technologique en Chine, où il y a des drones, les gens sont surveillés avec des QR codes, des machins, enfin c'est tout un attirail technologique pour vraiment avoir une gestion très très fine de la circulation des personnes, notamment. Et donc là, ils sont en train de déployer à l'échelle du pays une application via Alipay, qui est le service de paiement avec smartphone, qui est un truc ultra répandu en Chine, parce qu'à tel point que si vous n'avez pas ça, en fait, vous pouvez rien faire. Il y a un système sur lequel lorgne Zuckerberg d'ailleurs. Voilà, en fait, il voudrait faire de Facebook une interface un peu de ce genre-là, c'est-à-dire quelque chose de très centralisé qui permet de tout faire. Il s'en cache pas. Hein. Et notamment le pays, il le dit assez clairement, effectivement. Et donc, cette application, les citoyens sont invités à la télécharger. Et ensuite, il y a un système de code couleur. Et en fait, avec ce code couleur, on va déterminer la contagiosité des gens et déterminer s'ils peuvent circuler, s'ils ont le droit de prendre le métro, s'ils ont le droit de faire ci, de faire ça, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette application, en fait, c'est déjà celle qui sert. Alors, vous avez peut-être lu des choses là-dessus ces derniers mois sur ce qu'on appelle le crédit social. C'est-à-dire que le crédit social, qui était notamment
matérialisé dans la culture populaire par cet épisode de Black Mirror où on voit les gens qui se notent les uns les autres, et avec ce personnage où effectivement elle est un peu au sommet de la pyramide, et puis plus on avance dans l'épisode et plus elle chute inexorablement jusqu'à devenir une citoyenne de deuxième puis de troisième catégorie. Et donc le crédit social en Chine, qui s'appuie sur justement ce système applicatif très centralisé, où, quand je parlais tout à l'heure de la transformation de la moindre de nos expériences et de nos actions en un signal informatique, en Chine c'est pareil, sauf que c'est centralisé par une entreprise qui est en lien étroit avec l'État, donc effectivement la courroie de transmission est beaucoup plus évidente, on va dire. Dont Alibaba. Voilà, dont Alibaba, parce qu'en l'occurrence Alipay, donc quand même utilisé par 900 millions de personnes en Chine. Qui réplique à Liège. Ça fait quand même beaucoup. Et donc ces données, là, en ce moment, cette application qui est en train d'être déployée, qui est un peu le stade suprême de ce crédit social-là, parce que là, maintenant, on rajoute le facteur de contagiosité, de l'obligation sanitaire, on va dire. Ces données sont transmises en temps réel à la police. Beaucoup de gens se demandent, je me demande, que va-t-il advenir quand l'épidémie sera terminée ? Alors, je dis quand l'épidémie sera terminée, à condition qu'elle ne devienne pas une maladie saisonnière, parce qu'auquel cas, la question va quand même se poser de manière beaucoup plus récurrente. Est-ce qu'on revient en arrière ? Est-ce qu'à ce moment-là, les autorités chinoises vont dire « Bon, bah voilà, on a partagé les données avec la police pendant ces quelques semaines ou ces quelques mois de coronavirus, maintenant c'est terminé, reprenez une activité normale, vous pouvez supprimer l'application et nous ne transmettrons plus. » Moi, je crois vraiment, je me fie à ce qui se passe avec l'effet cliquet des lois sécuritaires, c'est-à-dire que quand on commence à activer des mesures d'exception, on ne revient jamais en arrière. On l'a vu en France avec un exemple très simple, c'est l'état d'urgence après les attentats de 2015. On vote l'état d'urgence, on le proroge une fois, on le proroge 2 fois, on le proroge 3 fois, on le proroge 4 fois avec Manuel Valls qui nous dit pas de juridisme, avançons. Et puis la 5e fois, on se dit bon, en fait, on va le faire entrer dans le droit commun, ce sera plus simple. Comme ça, l'état d'exception devient finalement le droit commun et la norme. Moi, la question que je me pose avec le coronavirus, c'est effectivement de savoir si, à la faveur de cette crise sanitaire, alors c'est le coronavirus aujourd'hui, ce sera peut-être quelque chose d'autre demain, parce que c'est vrai que par exemple, une crise sanitaire comme Ebola nous avait assez peu affectés parce que nos pays n'étaient pas touchés. Aujourd'hui, le coronavirus, tout le monde est touché, on le voit, il y a en plus un climat de peur et d'anxiété assez important. Et donc il y a une demande comme ça, très très forte. Je pense que beaucoup de gens sont prêts à accepter des privations de liberté au nom de cet impératif sanitaire si ça permet de juguler un peu l'épidémie. Sauf qu'on se rend bien compte que depuis assez longtemps, et je citais Foucault tout à l'heure, avec ce qu'il écrivait sur les épidémies de peste, de lèpre, qui avait agi vraiment comme un pouvoir de normalisation, et qui avait vraiment permis d'imposer un certain nombre de dispositifs de surveillance. En fait, ce qui change avec la technologie, à mon sens, c'est que les dispositifs de surveillance que décrivait Foucault, qu'il décrivait dans les années 70 pour parler du XVIIe siècle, quand vous mettiez en place pendant les épidémies de peste des gens qui étaient chargés de patrouiller, de s'assurer que les gens ne pouvaient pas circuler comme ils le voulaient, qui étaient vraiment chargés de s'assurer que les gens restaient chez eux, etc., nécessitait une logistique qu'il était difficile de faire perdurer par la suite, parce qu'il y avait une visibilité très très forte dans l'espace public. C'est-à-dire que si on vous empêche de vous mouvoir dans l'espace, ça se voit un peu. Ce que je trouve beaucoup plus vicieux dans l'application à la chinoise, par exemple, mais qui pourrait tout à fait déployer en France ou ailleurs, c'est qu'une fois qu'on est revenu à la normale, le dispositif peut continuer à fonctionner de la même façon, de manière totalement invisible. C'est-à-dire que les données soient transmises à la police ou pas, de toute façon, vous, en tant que citoyen, vous en savez rien. Donc ça me semble être effectivement des moments assez cruciaux où on devrait être particulièrement vigilant justement sur ces questions de liberté publique, parce que c'est souvent à travers ce type d'épisodes que s'impose de manière beaucoup plus rapide de nouvelles normes. Est-ce que, j'entends bien, on entend bien, et c'est vraiment flippant et c'est une vraie question. En même temps, on parle ici de la Chine. Est-ce que justement les excès de l'exploitation des données privées personnelles en Chine sous un régime totalitaire, est-ce que ces excès justement n'éclairent pas une nouvelle politique en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui malgré tout des signes d'espoir? On voit ce qui se passe aujourd'hui dans la Silicon Valley, certaines grosses boîtes
qui commencent à appeler elles-mêmes à la régulation parce qu'elles se sentent dépassées et qu'elles ont compris aussi qu'il y avait tout intérêt à soigner aussi leur marketing parce qu'elles commençaient à avoir une mauvaise réputation par rapport à l'exploitation de leurs propres données. On voit Google, même s'ils vont nous inventer autre chose, mais qui rétropédale un petit peu par rapport aux cookies, réalisant qu'il y avait quand même malgré tout des limites au siphonnage et à l'aspiration de données. Il y a peut-être de manière plus modeste, mais c'est réel quand même. Il y a quand même toute ta génération, tu n'étais pas le seul. Il y a Julien Lebotte qui vient d'écrire un bouquin sur Dans la tête de Zuckerberg. Il y a Bruno Patino, un peu plus âgé, c'est plus ma génération, qui vient de se mettre aussi dans la peau d'un poisson rouge, lui, qui parle de la civilisation du poisson rouge en dénonçant le fait qu'on a donné notre temps. On voit la Commission européenne, même c'est du brouhaha politique peut-être, mais qui nous fait une promesse de livre blanc, du numérique, un vrai plan stratégique pour gérer les données industrielles, donc non personnelles. Il y a le RGPD qui est mis en place, qui commence à faire des émules, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un seuil de tolérance qui tout doucement commence à être atteint et qui permet de redonner de l'espoir? J'essaye de faire tant bien que mal, en ramant un peu, du journalisme de solution. Non, c'est une vraie question. Après, aujourd'hui, ce que je vois quand même, c'est que toutes ces dispositions, y compris les plus vertueuses, finalement sont quand même rendues assez inopérantes. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est que la Commission européenne vient d'accoucher effectivement d'un livre blanc sur l'intelligence artificielle. On a parlé pendant quelques semaines d'une possibilité de moratoire sur la reconnaissance faciale, qui a complètement disparu. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on nous dit on va expérimenter. On va vraiment expérimenter, puis on débattra plus tard. Donc on ne débat que des modalités du déploiement, et à aucun moment il est question de savoir si, oui, non, cette technologie est compatible avec nos valeurs démocratiques. Et moi, quand je lis le livre blanc sur l'intelligence artificielle, qui est quand même relativement flou, quand j'entends Thierry Breton, qui en parle peut-être un peu plus, ce qu'il dit, en substance, c'est... les GAFA ont exploité tout un tas de données. Thierry Breton, qui est commissaire européen, mais qui est aussi l'ancien patron d'une boîte qui fait de la surveillance. Datos. On revient à ce fameux circuit un peu de Revolving Doors. Donc ce qu'il dit, c'est que les GAFA exploitent tout un tas de données. Et ce qu'on acte, c'est l'impossibilité de faire émerger ce fameux champion européen qui serait un rival de Google, de Facebook, etc. Donc le discours, c'est de dire, on a tout un tas d'autres données. En admettant qu'ils avaient perdu la bataille d'avance, de toute façon. Voilà, ça, ils actent la défaite sur ce plan-là. Mais on a tout un tas de données sur lesquelles on est assis et on aurait tort de ne pas capitaliser dessus. Tu parlais des velléités de régulation des plateformes elles-mêmes. Je vois quand même qu'au-delà de ces velléités de régulation, où effectivement elles supplient les États en leur disant régulez-nous, imposez-nous des règles que les États sont incapables d'imposer par ailleurs, je vois les offensives de Google, d'Amazon, même de Facebook, sur la santé, par exemple, ou aux États-Unis, une société comme Google. Sur les services bancaires. Ou sur les services bancaires. Mais sur la santé, ça me semble vraiment être un point assez important parce que sur la santé, on a quand même aux États-Unis, par exemple, Google qui a signé un contrat pour un projet secret qui s'appelle Nightingale, avec tout un tas d'acteurs de la santé aux États-Unis. Et le discours, c'est de dire Google va devenir docteur Google, donc va devenir votre médecin traitant, et vous n'avez pas voix au chapitre, parce qu'en plus aux États-Unis, il n'y a pas de RGPD, donc il n'y a pas de verrou comme ça, un peu juridique. Donc ils ne demandent absolument pas le consentement, de toute façon, ils n'ont pas besoin de le demander, c'est pas une obligation. Et l'idée, c'est vraiment de devenir comme ça un espèce de médecin traitant. Dossier médical global. Voilà, de dossier médical global. Amazon a un peu le même genre d'ambition. Il y a tout un tas de rachats. Par ailleurs, c'est des sociétés qui ont des puissances de cloud absolument délirantes. Donc, par exemple, je ne sais pas s'il y a Doctolib en Belgique ou pas. Non, pas trop. Alors, même pour les gens qui connaissent un peu la France ici, nous, tous les rendez-vous médicaux passent par Doctolib. Aujourd'hui, les données de Doctolib, elles sont hébergées chez Amazon. Donc, certes, on a le RGPD qui nous protège. Mais aux États-Unis, ils ont un truc qui s'appelle le Cloud Act, qui a été voté en 2018, et qui oblige les entreprises américaines à coopérer si les autorités leur demandent d'accéder à tout un tas d'informations. J'écoutais la présidente de la CNIL, donc le gendarme un peu de la vie privée en France, qui disait il y a quelques semaines que oui, effectivement, le Cloud Act entrait un peu en collision avec le RGPD,
Et donc demain, par exemple, si je prends les données Doctolib, si demain la NSA débarque et dit je veux tous les rendez-vous de tous les parlementaires et de tout le gouvernement français et je veux savoir que tel ministre va voir tel oncologue ou que tel parlementaire va voir un addictologue, etc., qu'est-ce qui va les empêcher de le faire ? Sachant qu'en plus, avec la révélation de Snowden, on a vu que l'opposition des entreprises privées à ce type de surveillance était relativement molle, pour rester poli. Donc, effectivement, je vois tout un tas de choses comme ça, un peu qui se mettent en place sur des velléités de régulation. Mais ce que je vois de l'autre main, c'est une prédation qui continue dans des proportions industrielles. On le voit aussi effectivement sur l'exemple de la reconnaissance faciale, où l'Europe veut vraiment se positionner, où on est vraiment à dire on a des industriels, il faut les faire progresser, il faut des expérimentations, et on débattra plus tard. Et puis surtout, je voudrais juste revenir, parce qu'effectivement on parlait de l'exemple de la Chine, qui est cette espèce d'épouvantail permanent, et où on a nous, nos gouvernements qui nous disent vous inquiétez pas, on veut surtout pas faire comme la Chine. On va faire un modèle vertueux, on va faire la reconnaissance faciale vertueuse, on va faire l'intelligence artificielle éthique. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est pas tant la capacité réelle des technologies, c'est pas tant ce qu'elles sont capables de faire, parce que si je prends l'exemple de la Chine, la reconnaissance faciale ou le crédit social, c'est beaucoup moins performant que ce qu'on imagine. Quand on parle de la Chine, on a toujours l'impression que c'est une espèce de totalitarisme high-tech où l'État est capable de retrouver un citoyen en 5 secondes montre en main dans l'espace public. En réalité, c'est pas exactement ça. La reconnaissance faciale ou le crédit social marche pas si bien que ça. C'est encore relativement expérimental. Par contre, ce qui marche très bien, c'est la possibilité de la surveillance. Ce qui marche très bien, c'est modeler les comportements et pousser les gens à se conformer à une norme parce qu'il y a la possibilité qu'ils soient surveillés. C'est exactement le fonctionnement qu'avait mis au point un philosophe britannique du XVIIe qui s'appelait Bentham, Jeremy Bentham, et il avait mis au point un modèle de prison en fait, dans lequel vous aviez une espèce de mirador au centre de la prison et les cellules tout autour. Et en fait, la possibilité pour le surveillant de surveiller en permanence tous les détenus. Alors évidemment, il ne peut pas surveiller tous les détenus au même moment. Mais la simple possibilité qu'il le fasse suffisait à maintenir justement ces détenus dans une forme de vigilance permanente sur leur propre comportement pour se soumettre à cette surveillance. Et donc aujourd'hui, quand on me dit on va faire la reconnaissance faciale éthique ou l'intelligence artificielle à la française et vice-versa, pour l'européenne, on est juste en train de discuter de modalités techniques, du réglage d'un bouton, de savoir si une technologie est capable de faire ci ou ça. Mais sauf que ce dont on se rend pas compte, ou pas assez compte, c'est la façon dont ça modifie en profondeur les relations qu'on entretient les uns avec les autres, finalement. C'est un peu comme si on allait mettre une caméra ici, ou qu'on se dit pour l'instant que là on n'est pas filmé en fait. Le simple fait qu'elle soit là. Et le simple fait de mettre une caméra modifierait le comportement. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé ces derniers mois. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des assistants vocaux chez eux? Non, c'est bien. Ne mettez pas d'assistants. Et j'entendais lors d'une conférence un ponte de Google qui disait, alors on sait d'ailleurs, petite digression, on sait que les échanges avec les assistants vocaux, parce qu'il y a eu plusieurs enquêtes sur le sujet, sont sous-traités par Google, par Amazon, par Microsoft, par Facebook, etc., à tout un tas de sous-traitants dans des pays qui sont chargés d'écouter ces conversations pour entraîner les intelligences artificielles. Donc écouter des conversations qui ne sont pas censées écouter. Donc il faut vraiment vous imaginer, c'est comme dans la vie des autres, c'est comme des agences de renseignement, ils font le travail d'agences de renseignement. Des analystes du renseignement font exactement la même chose. Alors, le problème, c'est que l'anonymisation des données, c'est un mythe, ça n'existe pas. C'est tellement facile de désanonymiser des données que ça n'existe pas vraiment. Surtout qu'en plus, c'est fait dans des conditions relativement opaques. Et donc, sachant ça, sachant que ces entreprises se comportent finalement comme des petites oreilles du renseignement, ce ponte de Google disait, conseillait aux propriétaires d'assistants vocaux d'installer un petit mot à l'entrée de chez eux, en disant attention, attention, vous entrez. Là, par exemple, s'il y avait une enceinte connectée Amazon, on aurait eu un petit panneau à l'entrée qui nous disait attention, vous entrez dans un espace potentiellement audio surveillé. Audio protégé. Oui, audio protégé. C'est vrai qu'on ne dit pas vidéosurveillance, on dit vidéoprotection. Et
moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que donc il était très content de sa formule. Il dit, ah voilà, effectivement, j'y avais pas pensé. Voilà, comme ça, au moins, vous résolvez le problème. Il n'y a pas de malaise quand vous invitez les copains pour dîner. Et je me suis dit, mais à quel moment on a eu ce glissement qui fait que les règles qui prévalent à l'intérieur d'un domicile, qui est quand même censé être un territoire relativement inviolable, l'intimité du domicile est protégée par la loi quand même. À quel moment les règles qui s'appliquent dans cet espace privé sont les règles qui s'appliquent dans un espace public vidéosurveillé, qui est en plus déjà un espace public dégradé en fait, parce que dès lors qu'on met une caméra, effectivement, ça modifie les comportements, les gens se comportent plus de la même façon, etc. Et donc ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a une sorte de continuum comme ça entre un espace public vidéosurveillé et une intimité, un chez-soi, où on est de moins en moins chez soi, justement. Et il y a un exemple très criant, je trouve, de ça, c'est Amazon. Alors Amazon, pour tout le monde, c'est encore ce géant du commerce en ligne qui va mettre les libraires au chômage. Sauf que Amazon est en train de muter complètement, de développer son activité sécuritaire très très forte, alors surtout aux États-Unis, mais pas que, en signant des partenariats avec la police. Alors ils leur vendent de la reconnaissance faciale d'une main, avec un logiciel qui s'appelle Recognition. Et puis ils ont racheté il y a quelques années une société qui fait des Judas intelligents, appelons ça comme ça, donc une petite sonnette avec une caméra que vous mettez à l'entrée de chez vous. Une société qui s'appelle Ring. Et donc vous installez une sonnette Ring chez vous, et ensuite ils ont noué des partenariats, signé des contrats avec 600 forces de police locales aux États-Unis pour exploiter les images issues de ces caméras de vidéosurveillance qu'on installe chez soi, finalement. Ce qui pose plusieurs questions. Alors la première, c'est quand même déjà, il y a une incitation financière à s'équiper. Un peu comme si c'était un vélo électrique, quoi. On vous dit, achetez une caméra Ring et puis on va vous rembourser 4, 500, 600 $, et on va plus vous rembourser si le champ de la caméra est plus large. C'est-à-dire que plus vous captez d'informations, mieux on vous rembourse. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'à travers cette exploitation, Ring est en train de créer un réseau de vidéosurveillance clandestin à l'intérieur des États-Unis parce que personne n'est en mesure de le cartographier puisqu'il est privé par définition. Et troisième point, et qui découle du second, c'est que le domicile, ce fameux territoire inviolable, est transformé de manière ultra ostentatoire et déclarée en une annexe de commissariat de police. Et on voit bien à travers ces exemples-là à quel point effectivement on a ce glissement comme ça, à la fois subtil, assez invisible et très puissant. Et je trouve que ce glissement-là a une énergie beaucoup plus grande que toutes les tentatives de régulation qu'on essaie de lui opposer. Oui. C'est juste parce que je vois les cadreuses qui commencent à fatiguer un petit peu. Puis on pourra en parler pendant très longtemps. Je propose qu'on continue évidemment à continuer à en parler. Non, mais c'est super intéressant parce que quand on tire sur le fil, il y a tout qui vient. Moi, je voudrais qu'on termine peut-être tout doucement sur sur une notion. Alors, je sais pas s'il y a moyen de terminer ça de manière joyeuse. J'en sais fiche rien. Ce serait pas mal parce qu'effectivement, ça me rappelle le samedi, j'étais à une conférence à Rennes et une dame est venue à la fin de la conférence. C'était pour l'autre bouquin que je fais sur Assange et WikiLeaks, et elle me dit, est-ce que si j'achète votre livre, je vais être plus paranoïaque à la fin qu'avant de l'avoir lu? Effectivement, je lui ai dit, je voudrais pas vous mentir. Je voudrais pas faire une promesse que je serais pas capable de tenir. Il y a des chances, effectivement. Donc on peut essayer de finir sur une note positive. Comment il y a moyen de se rebeller? C'est ça, moi c'est là-dessus que je voulais t'amener, parce qu'on sait que Internet a dans son ADN une rébellion contre les institutions. Il y a les libertariens, enfin il y a quand même un côté très... Et c'est ça qui, je pense, quand nous a travaillé ensemble chez OVNI à l'époque, il y a une partie de ça qui nous motivait, c'est de se dire c'est un outil magnifique qui peut permettre l'émancipation, qui peut permettre la libération de la parole, qui peut permettre aussi toute une série de choses qu'on n'avait peut-être pas encore connues au niveau démocratique. Mais tu te dis dans ton bouquin, et c'est là que ça mitige un peu le côté enthousiaste du truc, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut à l'échelle individuelle, on peut prendre conscience à l'échelle individuelle que je vais enlever mon Apple Watch pour éviter que je vais enlever les cookies. Sauf que c'est une goutte d'eau dans l'océan, et que la seule solution, enfin une des seules solutions, c'est un mouvement collectif derrière ça qui permettrait, alors d'avoir un poids sur les gouvernements. Tu dis, une des façons de les contrer, c'est de les exposer. C'est déjà d'en parler. Et là, on fait notre job en tant que journaliste, on essaye d'en parler et de le rendre visible. Tu parles de sténographie, qui permettrait en gros de dire on va les inonder de données, aussi bien vraies que fausses. C'est peut-être
un des trucs des fake news qui peut être intéressant. Est-ce que finalement inonder les réseaux de plein de data fausses serait quelque chose qui serait de nature à contrer? Comment on s'en sort de ça par le haut en fait? C'est ça la question. C'est vrai que la difficulté, c'est que on a un peu l'impression d'être condamné à des petits gestes. Moi, je fais souvent le parallèle entre les petits gestes numériques et puis les petits gestes pour l'écologie. Donc, effectivement, on va utiliser une application chiffrée pour communiquer, on va mettre un autocollant sur la caméra de l'ordinateur, on va supprimer son compte Facebook, ou on va utiliser une alternative à Gmail, on va avoir plein de petites choses comme ça qui reviennent un peu à acheter bio, faire pipi dans la douche et utiliser des ampoules basse consommation. Sauf qu'on se rend bien compte que dans un cas comme dans l'autre, c'est pas comme ça qu'on va vraiment arriver à une masse critique pour changer les choses. Les petits gestes suffisent pas. Donc il faut réussir à sortir de cette échelle individuelle. La clandestinité, j'y crois assez peu, parce que la clandestinité, dans un monde qui est obsédé par la prédiction des comportements, en fait, la clandestinité, elle est suspecte. C'est-à-dire que le simple fait de disparaître, quand vous êtes plus dans le radar, c'est le moment où ça devient un peu louche. Donc c'est pas non plus une solution, à mon sens. Donc la question, c'est comment on fait pour ne plus être seul face à la technique, seul face à la technologie, très démuni finalement dans ce rapport de force très très déséquilibré, et comment on arrive à créer du collectif. On se rend bien compte que c'est très difficile de créer du collectif à l'échelle nationale ou internationale, parce que les règles sont pas les mêmes, les sensibilités sont pas les mêmes, les cultures sont pas les mêmes. Et puis, voilà, les leviers à actionner sont tellement difficiles, il y a une inertie tellement forte que c'est pas évident. Moi, il y a une échelle locale qui m'intéresse assez. Je crois beaucoup à l'échelle des villes, par exemple. Notamment parce qu'aujourd'hui, les villes de plus en plus deviennent des laboratoires de la surveillance, mais de manière totalement assumée. Hein. On dit, voilà, les smart cities, maintenant c'est devenu la safe city, donc la ville sûre, où on met des capteurs, on met des caméras intelligentes, on met des centres de contrôle avec des caméras partout, pour pouvoir vraiment piloter la ville par ordinateur. Et on se rend compte que les habitants de ces villes, qui sont transformés en cobayes, comme ils peuplent le même espace urbain, et que quand on est entre habitants de la même ville, on peut avoir un espace urbain partagé, avec une idée partagée de ce que ça devrait être. Et en tout cas, on a une possibilité de délibération qui est plus immédiate et plus facile qu'à l'échelle nationale. Je vois par exemple quand la région sud en France a essayé d'imposer la reconnaissance faciale à l'entrée de 2 lycées, ça a mobilisé les parents d'élèves, ça a mobilisé les syndicats de profs, et au final, la CNIL est arrivée à 17 illégal, et le tribunal administratif vient de dire c'est illégal. Donc on a des petites victoires en plus qui se gagnent, on a des moratoires sur la reconnaissance faciale qui s'imposent à des échelles locales, dans des villes aux États-Unis, ailleurs, etc. Donc on voit que ça devient un lieu où le rapport de force justement peut s'exprimer. Et puis à l'intérieur de cette échelle locale, je pense qu'il y aura des événements sociaux, on va dire, la conjonction entre un espace et un temps, où peut-être vont émerger des idées pour contrer cette surveillance. Alors je pense par exemple au stade, parce que les supporters de foot sont depuis très longtemps des cobayes un peu de la surveillance. Je pense à la manifestation, qui est un lieu très très intéressant à observer. Alors on a tous vu à Hong Kong espèce d'affrontement ultra futuriste avec les manifestants qui aveuglent les caméras de reconnaissance faciale avec des lasers, ou tout un tas de dispositifs comme ça et de contre-mesures assez technologiques qui peuvent comme ça donner quelques idées. Et ce que j'ai retenu par exemple de Hong Kong, c'est que aujourd'hui, si on prend la reconnaissance faciale ou la biométrie et la surveillance de manière générale, mais la reconnaissance faciale particulièrement, c'est une technologie qui ne tolère que la perfection, qui ne tolère que les visages parfaitement symétriques, qui ne laisse très peu de place à l'imprévu, alors que le visage, c'est quand même c'est l'imprévu, c'est l'imprévisibilité totale. Faut lire et relire ce qu'écrivait Lévinas sur le visage, parce que de ce point de vue-là, c'est assez éclairant. Et donc, puisque la machine ne tolère que la perfection, elle est assez facile à tromper, à duper, alors avec des techniques très artisanales. Ça peut sembler assez anodin comme ça, mais je crois que ça montre bien à quel point, finalement, la technologie peut être grippée de manière beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Je vais citer juste un dernier exemple qui m'a frappé, parce que ça m'a fait un peu rire. Il y a quelques semaines, je vois une entreprise californienne basée à San Francisco qui, voyant l'épidémie de coronavirus avancer à grands pas, s'est mis à proposer des masques
avec la possibilité d'imprimer son visage dessus pour pouvoir continuer à déverrouiller son téléphone, y compris avec un masque sur le visage. Pur épisode de Black Mirror. Et vraiment, là, on se dit, ok, ça y est, la réalité a définitivement percuté la fiction. C'est quoi ce monde dystopique, sachant que la société en question se vante de vendre des trendy dystopian products, donc des produits dystopiques cool. Et donc c'était à la fois complètement effrayant, parce qu'on se dit, mais quel est ce monde cauchemardesque dans lequel on vit? Et je me suis dit, mais en fait, il suffit juste d'imprimer le visage de quelqu'un d'autre, et tout de suite, voilà, la machine est dupée. Donc il ne faut pas non plus placer dans la technologie une capacité qu'elle n'a pas, sachant que je rappelle quand même, tout temps utile, que la reconnaissance faciale dans l'espace public, pour l'instant, c'est quand même un fiasco absolu, ce qui n'empêche pas, par exemple, la police de Londres de la déployer comme ils l'ont fait il y a quelques semaines, et plus seulement à titre expérimental. Là, ça y est, maintenant, ils l'entérinent vraiment. Donc la technologie est très faillible, et je pense que vont se poser deux questions. Déjà, c'est mettre en lumière la faillibilité de cette technologie avec toutes ces petites tactiques qui montrent à quel point elle peut se tromper. Et puis l'autre question qui est cruciale, c'est de sortir de cette espèce d'état d'urgence technologique où on avance comme ça, on est dans cette marche en avant du progrès. Arrêter de penser que parce qu'on est technocritique ou parce qu'on ose émettre comme ça une réserve sur la technologie, on est nécessairement conservateur ou réactionnaire, c'est pas le cas, ou complotiste. Et je repense souvent à cette phrase d'un architecte britannique qui s'appelle Cedric Price, qui disait Technology is the answer, but what is the question? La technologie est la réponse, mais quelle est la question? Et aujourd'hui, on est face à des gouvernements qui, effectivement, nous disent la technologie est la réponse à tout, contre le terrorisme, le cancer, tout ce que vous voulez. Mais personne n'a posé la question. Donc je pense que l'urgence, et notamment en nommant tous ces dispositifs-là, est précisément de poser cette question. À quoi ça sert? J'allais te poser justement la question, est-ce que être critique, c'est être nécessairement technophobe? Mais donc tu y réponds. Bah non, parce que alors c'est Gunther Anders qui était le mari d'Hannah Arendt qui disait ça, qui disait déjà au milieu des années 50 que être critique de la technique, c'était être condamné à être perçu comme réactionnaire et conservateur. Ça disqualifie d'emblée. Aujourd'hui, moi je suis bien plus effrayé par ces discours ultra mystiques quasiment, par rapport à l'innovation, par rapport au progrès, par rapport à la technique. Et je revendique, et je pense qu'on devrait tous revendiquer la possibilité de dire non. La possibilité d'opposer, encore une fois, la technologie est la réponse, mais quelle est la question? D'opposer le souhaitable au faisable. On le voit par exemple, la question de la reconnaissance faciale. On nous dit que ça ne peut pas être désinventé. Ça existe, alors on va nécessairement finir par s'en servir. Il y a une loi qu'on appelle la loi de Gabor, qui est, en gros, ce qu'il est possible de faire sera fait. What can be made will be made. Et aujourd'hui, on est face à des gouvernements qui nous disent exactement ça. Or, on a quand même tout un tas d'exemples dans l'histoire, relativement récentes en plus, qui nous montrent qu'il y a des technologies que l'homme a apprivoisées et qu'il refuse d'utiliser. On a des débats sur la bioéthique. On a l'arme atomique. Donc on voit bien que la possibilité de dire non ou de déterminer que dans une société, on fait primer le souhaitable sur le simplement faisable, elle existe. La question, c'est comment on l'active. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Exactement. Et c'est d'autant plus vrai pour les journalistes, dont les étudiants qui sont là de l'IEX. Est-ce que vous avez des questions à Olivier, ou bien on va se les garder sous le coude, je pense, hein? On va faire ça. Il y a une autre loi qui dit que notre cerveau ne peut pas supporter plus que ce que nos fesses peuvent supporter. Et donc, s'ils sont déjà assis depuis 1h30, on va clôturer ici tout doucement. Merci Philippe d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup Olivier d'avoir été là. On poursuit évidemment la conversation derrière. Merci à la réalisation, merci aux cadreuses, merci à voilà, tous ceux qui ont participé à Zurich. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense que vous, en tant que futur journaliste, être critique, c'est pas que du contraire, c'est même plutôt une vertu. Soyez curieux, allez voir sous le capot comment ça fonctionne et puis faites des choix en état de cause. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut se dire, c'est à l'échelle finalement et des individus et des groupes qu'on va pouvoir éventuellement faire bouger les choses. Encore un grand merci Olivier. Je vous rappelle le titre de ton bouquin, À la trace aux éditions. C'est comment? Premier parallèle. Voilà, merci à vous en ligne. N'hésitez pas à repartager la vidéo. Elle est un peu longue, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y avait beaucoup de bonnes choses dedans.